Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Botchan, épisode 3. Teur cligna des yeux comme un blaireau et me regarda. Puis il dit : « Ce que je viens de dire est ce que je désire de vous. Je sais bien que vous ne pouvez pas faire tout ce que je veux, alors ne vous inquiétez pas. » Et il rit. S'il le savait si bien déjà, pourquoi diable m'avait-il fait peur ? Pendant ce temps, la cloche sonna, suivie de bruits tumultueux dans la direction des salles de classe. Tous les professeurs seraient maintenant prêts, me dit-on, et je suivis le directeur à la salle des professeurs. Dans une grande salle rectangulaire, ils étaient assis chacun devant une table alignée le long des murs. Quand j'entrai dans la salle, ils me regardèrent tous comme par accord préalable. Pensaient-ils que mon visage était fait pour la montre ? Alors, selon les instructions, je me présentai et montrai la lettre à chacun d'eux. La plupart quittèrent leurs chaises et firent un léger salut d'accusé de réception. Mais certains des plus douloureusement polis prirent la lettre et la lurent et me la rendirent respectueusement, tout comme les spectacles bon marché à la campagne. Quand j'arrivai au 15e, qui était le professeur d'éducation physique, je devins impatient de répéter si souvent la même vieille chose. L'autre côté n'avait à le faire qu'une fois, mais mon côté devait le faire 15 fois. Ils auraient dû avoir un peu de sympathie. Parmi ceux que je rencontrais dans la salle se trouvait monsieur un tel qui était professeur principal. Il dit qu'il était licencié S-lettres. Je suppose qu'il était un grand homme puisqu'il était diplômé de l'université impériale et avait un tel titre. Il parlait d'une voix étrangement efféminée comme une femme. Mais ce qui me surprit le plus fut qu'il portait une chemise de flanelle. Si mince qu'elle fût, la flanelle est la flanelle et devait être assez chaud dans cette saison. Quel costume pénible est requis pour qu'il convienne à un licencié. Et c'était une chemise rouge. Cela ne vous tuerait-il pas ? J'entendis ensuite qu'il porte une chemise rouge toute l'année. Quelle étrange affliction. Selon sa propre explication, il fait faire ses chemises sur mesure pour sa santé car la couleur rouge est bénéfique à la condition physique. Souci inutile, cela car dans ce cas, il aurait dû faire aussi son manteau et son hakama en rouge. Et il y avait un certain monsieur Koga, professeur d'anglais, dont le teint était très pâle. Les gens au teint pâle sont généralement minces, mais cet homme était pâle et gras. Quand j'allais à l'école primaire, il y avait dans notre classe un certain Tami Asai, et son père était tout aussi pâle que ce Koga. Asai était fermier, et je demandais à Kiyo si le visage d'un homme devient pâle s'il se met à l'agriculture. Kiyo dit que non. Asai mangeait toujours de la courge hubarde du hanari, et c'était la raison. Par la suite, quand je voyais un homme pâle et gras, je tenais pour certain que c'était le résultat d'avoir trop mangé de courge du hanari. Ce professeur d'anglais vivait sûrement de courge. Cependant, quelle est la signification du hanari ? Je ne le sais pas. Je demandai un jour à Kiyo, mais elle ne fit que rire. Probablement qu'elle ne savait pas. Parmi les professeurs de mathématiques, il y en avait un nommé Ota. C'était un gaillard au corps massif, aux cheveux coupés ras. Il ressemblait à l'un de ces diaboliques prêtres d'autrefois qui rendirent fameux le temple d'Eizan. Je lui montrai la lettre poliment, mais il ne la regarda même pas et lança : « Vous êtes l'homme nouvellement nommé, hein ? Venez me voir quelquefois, au diable son qui irait voir un homme si vide du sens de la décence commune. » Je donnai à ce prêtre dès ce moment le surnom de porc-épic. Le professeur de confucianisme était strict dans sa manière comme il convenait à sa profession. Arrivé hier, vous devez être fatigué, commencez à enseigner déjà, travaillez dur, vraiment, et ainsi de suite. C'était un vieil homme tout à fait sociable et bavard. Le professeur de dessin ressemblait tout à fait à un acteur bon marché. Il portait un haori fin et flottant de sukiya, et jouant avec un éventail, il ricana. « D'où venez-vous, hein ? De Tokyo ? Content d'apprendre cela. Vous faites un autre de notre groupe. » Je suis moi-même un enfant de Tokyo. Si un tel individu s'enorgueillissait d'être un enfant de Tokyo, j'aurais souhaité n'être jamais né à Tokyo. Je pourrais continuer à écrire sur chacun d'eux, car ils sont nombreux, mais je m'arrête ici, sinon il n'y aurait pas de fin.
Quand ma présentation formelle fut terminée, le directeur dit que je pouvais partir pour la journée, mais que je devais prendre des dispositions quant aux heures de classe, etc., avec le professeur principal de mathématiques et commencer à enseigner à partir du surlendemain. Ayant demandé qui était le professeur principal de mathématiques, je trouvai que ce n'était autre que ce porc-épic, sacrebleu. Devais-je servir sous ses ordres? Je fus déçu. « Dites, où logez-vous » ? « Yamashiroya. »« Bon, je viendrai en parler. » Ainsi parlant, porc-épic, une craie à la main, quitta la salle pour sa classe. C'était plutôt humiliant pour un professeur principal de venir voir son subordonné, mais c'était mieux que de m'appeler auprès de lui. Après avoir quitté l'école, je pensais retourner directement à l'hôtel, mais comme il n'y avait rien à faire, je décidai de voir un peu de la ville et me mis à marcher en suivant mon nez. Je vis le bâtiment préfectoral. C'était une vieille structure du siècle dernier. Je vis aussi les casernes. Elles étaient moins imposantes que celles du régiment d'Azabu à Tokyo. Je passai par la rue principale. La largeur de la rue est environ la moitié de celle de Kagurazaka, et son aspect est inférieur. Qu'est-ce qu'une ville-château d'un seigneur de 250 000 koku? Pitié pour les gaillards qui s'enorgueillissent dans une ville-château comme celle-là. Tandis que je marchais en méditant ainsi, je me trouvais devant Yamashiroya. La ville était bien plus étroite que je n'avais été amené à le croire. Je crois avoir vu presque tout, je vais retourner et manger. Et j'entrai par la porte. La maîtresse de l'hôtel qui était assise au comptoir sauta de sa place à mon apparence et avec « Vous voilà de retour, sire » racla le parquet de son front. Quand j'eus enlevé mes chaussures et entrai, la servante me conduisit à une chambre du premier étage qui était devenue vacante. C'était une chambre de devant de 15 nattes, environ 90 pieds carrés. Je n'avais jamais auparavant logé dans une chambre aussi splendide. Comme il était tout à fait incertain quand je pourrais de nouveau occuper une telle chambre à l'avenir, j'enlevai mon vêtement européen et avec seulement un seul manteau d'été japonais, m'étalai au centre de la chambre en forme de la lettre japonaise grand, bras étendus et jambes écartées. Je trouvai cela très rafraîchissant. Après le déjeuner, j'écrivis aussitôt une lettre à Kiyo. Je déteste par-dessus tout écrire des lettres parce que je suis pauvre en composition de phrases et aussi pauvre en stock de mots. Je n'avais pas non plus d'endroit où adresser mes lettres. Cependant, Kiyo pourrait s'inquiéter. Cela ne ferait pas de la laisser se tourmenter de peur qu'elle ne pense que le vapeur à bord duquel j'étais avait fait naufrage et que je m'étais noyé. Alors je me raidis et en écrivis une longue. Le corps de la lettre était comme suit. Arrivé hier. Endroit ennuyeux. Loge dans une chambre de 15 nattes. Donner 5 yens à l'hôtel comme argent pour le thé. La maîtresse de l'hôtel a raclé le parquet de son front. N'ai pu dormir la nuit dernière. Rêver que Kiyo mangeait du sazaham avec les enveloppes de feuilles de bambou. Retournerai l'été prochain. Suis allé à l'école aujourd'hui et ai surnommé tous les gaillards. Blaireau pour le directeur, chemise rouge pour le professeur principal, courge eubarde pour le professeur d'anglais, porc-épic le professeur de mathématiques et clown pour celui de dessin. Vous écrirez beaucoup d'autres choses bientôt. Adieu. Quand j'eus fini d'écrire la lettre, je me sentis mieux et endormi. Alors je dormis au centre de la chambre, comme je l'avais fait auparavant, en forme de lettre grand. Pas de rêve cette fois, et je dormis profondément. C'est ici la chambre? Une voix forte se fit entendre, une voix qui m'éveilla, et porc-épic entra. Comment allez-vous? Ce que vous avez à faire dans l'école? Il commença à parler boutique aussitôt que je me levai, et cela me troubla beaucoup. Ayant appris mes devoirs dans l'école, il ne sembla y avoir aucune difficulté, et je décidai d'accepter. Si seulement c'était là ce qu'on attendait de moi, je ne serais pas surpris qu'on me dît de commencer non seulement dans 2 jours, mais même dès le lendemain. La conversation sur les affaires terminée, porc-épic dit qu'il ne pensait pas que ce fût mon intention de rester dans un tel hôtel tout le temps, qu'il me trouverait une chambre dans une bonne pension et que je devrais déménager. Il n'accepterait pas un autre de n'importe qui d'autre, mais je peux le faire tout de suite. Le plus tôt sera le mieux. Allez voir la chambre aujourd'hui, déménager demain et commencer à enseigner après-demain. Cela sera tout bien et réglé. Il semblait satisfait d'avoir tout arrangé lui-même. En effet, je ne serais pas capable d'occuper une telle chambre longtemps.
Je pourrais avoir à dépenser tout mon salaire pour la facture de l'hôtel et être encore en deçà de la régler. C'était dommage de quitter l'hôtel si tôt après avoir brillé avec un pourboire de 5 yens. Cependant, comme il était décidément commode de déménager et de s'installer tôt, si je devais déménager de toute façon, je demandai à Porc-Épic de me procurer cette chambre. Il me dit alors de venir avec lui voir la maison en tout cas, et je le fis. La maison était située à mi-chemin d'une colline au bout de la ville et était calme. Le patron était dit être un marchand d'antiquités, appelé Ikagin, et sa femme avait environ 4 ans de plus que lui. J'avais appris le mot anglais sorcière quand j'étais à l'école moyenne, et cette femme ressemblait exactement à une sorcière. Mais comme elle était la femme d'un autre homme, qu'est-ce que cela me faisait si elle était une sorcière? Finalement, je décidai de vivre dans la maison à partir du lendemain. Sur le chemin du retour, Porc-Épic m'offrit un verre d'eau glacée. Quand je le rencontrai pour la première fois à l'école, je le trouvai un individu dégoûtamment arrogant, mais à en juger par la façon dont il s'était occupé de moi jusqu'alors, il ne semblait pas si mauvais après tout. Seulement il semblait, comme moi, impatient par nature et de caractère emporté. J'appris ensuite qu'il était aimé de tous les élèves dans l'école. Chapitre 3. Mon enseignement commença enfin. Quand j'entrai dans la salle de classe et montai sur l'estrade pour la première fois, je me sentis quelque peu bizarre. Tout en faisant mon cours, je me demandais si un individu comme moi pouvait exercer la profession d'instructeur public. Les élèves étaient bruyants, de temps en temps ils criaient « Professeur, professeur », ça allait fort. J'avais jusqu'ici appelé les autres professeurs tous les jours à l'école de physique, mais entre appeler les autres professeurs et être appelé ainsi, il y a un large fossé de différence. Cela me faisait l'effet comme si quelqu'un me chatouillait la plante des pieds. Je ne suis pas un individu sournois, ni un lâche, seulement, c'est dommage, je manque d'audace. Si l'un m'appelle professeur tout haut, cela me produit un choc semblable à celui d'entendre le canon de midi à Marunouchi quand j'ai faim. La première heure se passa d'une manière fougueuse, et elle se passa sans rencontrer aucune question épineuse. Comme je retournais à la salle des professeurs, Porc-Épic me demanda comment cela s'était passé. Je répondis simplement « bien », et il sembla satisfait. Quand je quittais la salle des professeurs, une craie à la main, pour le cours de la 2e heure, j'eus l'impression d'envahir le territoire ennemi. En entrant dans la salle, je trouvai que les élèves de cette heure étaient tous de grands gaillards. Je suis un enfant de Tokyo, de construction délicate et petit, et ne paraissais pas très impressionnant même dans ma position élevée. S'il en vient à une bagarre, je peux tenir tête même à des lutteurs, mais je n'avais aucun moyen de paraître impressionnant, simplement par l'aide de ma langue, à autant que 40 tels grands gaillards devant moi, croyant cependant que cela établirait un mauvais précédent de montrer à ces pecnos de campagne quelque faiblesse. Je fis court plutôt bruyamment et sur un ton brusque. Pendant la première partie, les élèves furent pris au dépourvu et écoutèrent littéralement la bouche ouverte. « Ça, c'est pour vous », pensai-je. Grisé par mon succès, je continuai sur ce ton quand l'un qui semblait le plus fort, assis au milieu du premier rang, se leva soudainement et appela « Professeur !» « Ça y est, pensai-je, et lui demandai ce qu'il y avait. Dites, vous parlez trop vite. » Pouvez-vous y aller un peu plus lentement ? Pouvez-vous ? Était tout à fait ennuyeux. Si je parle trop vite, je ralentirai, mais je suis un Tokyoïte et ne peux pas parler comme vous. Si vous ne comprenez pas, mieux vaut attendre que vous compreniez. Ainsi je lui répondis. De cette façon, la 2e heure se termina mieux que je n'avais cru. Seulement, comme j'allais quitter la classe, l'un des élèves me demanda « Dites, voulez-vous me les faire, s'il vous plaît ?» et me montra des problèmes de géométrie que j'étais sûr de ne pouvoir résoudre. Cela se révéla être quelque peu un frein sur moi, mais, impuissant, je lui dis que je ne pouvais pas les résoudre, et lui disant que je lui montrerais comment la prochaine fois, je sortis précipitamment de la salle. Et ils poussèrent tous des « et ». Mais non satisfait de eux seulement, j'ajoutai que tous les élèves dans cette école étaient des crétins. Il fit une grimace comique. La 3e et la 4e heure et la 1re heure de l'après-midi furent plus ou moins les mêmes. Dans toutes les classes auxquelles j'assistais, je fis quelques genres de gaffes.
Je réalisais que la profession d'enseignement n'était pas une vocation tout à fait aussi facile qu'elle pouvait y paraître. Mon enseignement pour la journée était fini, mais je ne pouvais pas partir. Je dus attendre seul jusqu'à 3 heures. Je compris qu'à 3 heures, les élèves de mes classes finiraient de nettoyer les salles et me feraient leur rapport, après quoi je passerais en revue les salles. Ensuite, je vérifierais la liste des élèves et serais libre de rentrer chez moi. Outrageux, vraiment, de me garder enchaîné à l'école jusqu'à 3 heures, fixant l'espace vide quand je n'avais plus rien à faire, même si j'étais acheté par un salaire. Les autres professeurs collègues, cependant, se soumettaient docilement au règlement, et croyant qu'il ne convenait pas à moi, un nouveau venu, de faire des histoires à ce sujet, je le supportais. Sur mon chemin du retour, je fis appel à Porc-Épic quant à l'absurdité de me garder là jusqu'à 3 heures, sans égard pour le fait que je n'avais rien à faire à l'école. Il dit « oui » et rit, mais il devint sérieux et d'une manière consultative me dit de ne pas faire beaucoup de plaintes au sujet de l'école. Parlez seulement à moi, si vous voulez, il y a des types bizarres dans les environs. Comme nous nous séparâmes au coin suivant, je n'eus pas le temps d'en entendre plus de lui. En arrivant à ma chambre, le patron de la maison vint vers moi disant « Permettez que je vous serve le thé ». Je m'attendais à ce qu'il allait m'offrir du bon thé puisqu'il disait « Permettez que je vous serve », mais il se mit simplement à l'aise et but mon propre thé. À en juger par cela, je pensais qu'il pratiquait peut-être « Permettez que je vous serve pendant mon absence ». Le patron dit qu'il aimait les dessins anciens et les curiosités et avait finalement décidé de se lancer dans ce commerce. Vous semblez être quelqu'un de très pris par l'art. Supposez que vous commenciez à fréquenter mon commerce juste pour le plaisir en tant que connaisseur d'art. C'était le genre de sollicitation le moins attendu. Il y a 2 ans, je suis allé à l'hôtel impérial, Tokyo, pour une course et je fus pris pour un serrurier. Quand je suis allé voir le Deibutsu à Kamakura, étant emmitouflé de la tête aux pieds dans une couverture, un conducteur de pousse-pousse m'a adressé la parole en disant « Patron ». J'ai été pris à plusieurs occasions pour autant de choses, mais aucun jusqu'ici ne m'a pris pour un probable connaisseur d'art. On devrait mieux connaître